Joséphine Yéné Ouattara est la nouvelle présidente du Rassemblement des femmes républicaines. Élue après 2 jours de travaux, une élection placée sous le signe de l'unité. Plus de 5 millions de Tunisiens étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs 217 représentants au Parlement, 4 ans après le printemps arabe. Le chef de l'État a visité le palais Gungbok-Gung de Séoul, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au cours de sa visite officielle en Corée du 6 au 9 octobre dernier. Et puis les éléphantes se sont qualifiées pour la Coupe du monde féminine de 2015 au Canada en battant l'Afrique du Sud sur le score de 1-0. C'était les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Ouattara Yéné Joséphine est la nouvelle présidente des femmes républicaines. Elle succède à Touré Aya Virginie à l'issue du 3e congrès ordinaire des femmes du Rassemblement des Républicains. Le reportage est signé Gabriel Zani. Le rideau est tombé ce dimanche 26 octobre sur le 3e congrès des femmes républicaines au Parc des Sports de Treichville dans le district d'Abidjan. On retient des recommandations des congressistes que la femme républicaine doit jouer un rôle d'avant-garde pour consolider les acquis du RDR. Mais pour que cela soit, le parti doit prêter une attention aux résolutions des assises. La Commission propose de s'engager officiellement dans les statuts à respecter l'égalité entre les femmes et les hommes et à pratiquer une approche intégrée de l'égalité. Selon la ministre de la Solidarité, le parti doit faire en sorte que les femmes républicaines soient autonomes. Dans l'Union, nous allons commencer à développer votre programme qui doit permettre aux femmes du RFR d'être des modèles en matière d'autonomisation économique de la femme en Côte d'Ivoire. Si vous entendez nos conseils, notre engagement et notre détermination, aucun fonds, aucun projet n'échappera à nos femmes. Et j'en suis formelle. Ce qui résoudrait les difficultés de non-accès à la santé, de non-scolarisation de la jeune fille qu'elle rencontre au quotidien. La nouvelle présidente a promis de s'attaquer à ces préoccupations dans son allocution et entre les motions de soutien et de reconnaissance à ses discours, les danses reprennent. Joséphine Ouattara Yéné doit former très prochainement son bureau. Amadou Soumaro lui recommande de travailler dans la continuité. Naturellement, Joséphine aura désormais à ses côtés la direction du parti. Et elle peut compter sur nous. À l'instar de nos sœurs du gouvernement, nous porterons haut et très fort les préoccupations des femmes de notre parti. Ce sont au moins 3000 femmes républicaines rassemblées à la faveur de ce congrès tenu autour du thème « Élection 2015, femmes unies et mobilisées pour la victoire de Lassane Ouattara ». Le 3e congrès des femmes du RDR est pour de nombreuses participantes une bonne leçon de démocratie donnée à la classe politique ivoirienne. Pour ces congressistes, l'intérêt général a pris le dessus sur les individualités. Les réactions avec Gabriel Zani au terme de ce congrès. Venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, les femmes républicaines se sont égayées dans le travail. À ce congrès, il y a eu de bonnes résolutions qui ont été prises. Mais nous avons assisté à une forte mobilisation des femmes prêtes pour la victoire de notre président aux prochaines échéances. Nous sommes très satisfaits de la tenue de ce congrès. Ce congrès vient remobiliser les femmes parce que les femmes viennent de démontrer qu'elles pratiquent le vivre ensemble. Sourire, accolade, joie de se retrouver. Pour bien de participantes, les femmes du RDR ont donné une leçon de démocratie à la classe politique dans son ensemble. De cette candidate au début des campagnes pour l'élection d'une nouvelle présidente à la tête des femmes, une seule est restée, Joséphine Ouattara Yéné. Une candidate s'est désistée et les 5 autres se sont ralliés à la nouvelle élue. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour du chef de l'État pour un second mandat. Sentiment de joie parce qu'aujourd'hui c'est une grande fête et c'est ce que nous avons toujours apporté à notre grand parti, le RDR. Vice-présidente du RFR dans le bureau sortant, les femmes attendent la nouvelle élue sur le terrain des actions.
Hier soir, j'étais là jusqu'à 2 h du matin. Les femmes ont eu à faire quelques doléances par rapport à leur autonomisation. C'est un programme qu'elle doit prendre à bras le corps. La nouvelle présidente, on attend qu'elle restaure le parti. Nous avons écouté les préoccupations des femmes. Il y a un travail à faire. La nouvelle présidente du RFR explique sa vision de la participation des femmes aux enjeux politiques qui attendent le Parti des Républicains. En 2015, dans une interview réalisée par notre reporter Gabriel Zani, elle fait des propositions concrètes sur les actions à mener pour l'élection du président Alassane Ouattara. Suivez plutôt. Le président Henri Konan Bédié vient de poser un acte fort pour la paix en Côte d'Ivoire. Et cette paix qui est un outil de développement. Parce que sans paix, on ne peut pas parler de développement durable. Donc c'est cette paix-là qu'il nous faut. Pour avoir cette paix, il faut l'unité. Les femmes se sont dit, nous ne pouvons pas partir en rang dispersé dans cette élection-là. Après tout, il y a un seul fauteuil. Nous avons toutes des compétences pour diriger cette structure. Mais si nous fédérons encore nos compétences, nous serons plus efficaces. Voilà ce qui a motivé leur adhésion à ma candidature. Je milite au RDR depuis 1994. J'ai été aux côtés de la toute première candidate du RFR, Madame le ministre Kandia Camara. J'ai travaillé à ses côtés et aujourd'hui, en tant que médecin, en tant que travailleur social, avec l'expérience que j'ai acquise au niveau du parti, je me suis dit que je pouvais apporter quelque chose à ces femmes-là. Les femmes attendent beaucoup de cette présidence. Au cours de toute ma campagne, j'ai parlé du volet social. D'abord, il faut arriver à soulager, écouter ces femmes, les apaiser, les rassurer pour pouvoir les remobiliser. Une fois qu'on les a remobilisées, on peut les organiser et faire en sorte qu'elles puissent bénéficier de projets générateurs de revenus. Pour les femmes qui n'ont pas été à l'école, nous avons proposé faire de l'alphabétisation pour celles-là. C'est important. Il y a 61% d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Et sur ces 61%, 72% de femmes. Voilà, Ouattara Joséphine Niéné est la nouvelle présidente du RFR, le Rassemblement des femmes républicaines. Les femmes sont à l'honneur ce soir. Les femmes leaders du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire soutiennent elles aussi la candidature du chef de l'État à la présidentielle de 2015. Elles ont démontré leur adhésion à cette candidature au cours d'un rassemblement qui a eu lieu hier samedi à la Caisse Table. Rassemblement présidé par le ministre d'État Albert Mawé-Touakeus. Ce soutien est dû aux actions du président de la République en faveur du développement dans ce secteur. Reportage Michel Digré. Le secteur du vivrier constitue un maillon essentiel de l'économie ivoirienne et occupe environ 85% de la population agricole. La filière est constituée en majorité de femmes. Parmi elles, les femmes gouraux, une composante essentielle de la production et de la commercialisation de vivriers. Le temps d'un soutien à la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015, elles ont quitté les marchés gouraux pour rallier la Caisse Table au plateau. La raison de cette adhésion, les actions du chef de l'État en faveur du développement du secteur du vivrier. La réouverture et le reprofilage de plusieurs pistes en vue d'évacuer dans de meilleures conditions et rapidement les produits des braves paysannes et paysans de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre d'État, nous vous chargeons d'aller dire à son Excellence Alassane Ouattara que nous soutenons sa candidature à l'élection présidentielle de 2015. Le ministre du Plan et du Développement entend transmettre au chef de l'État le message des femmes leaders du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Vous avez raison, parce qu'au-delà des exemples qui ont été donnés tout à l'heure, le président Alassane Ouattara peut beaucoup nous apporter. Apporter la paix, la prospérité à la Côte d'Ivoire, mais apporter
les opportunités aux femmes. Vous avez raison et je le lui dirai. Le ministre Mabry Touakeus a par ailleurs félicité les femmes gourous pour la cohésion au sein de leur corporation qui participent au développement du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Et je vous l'annonçais dans les titres, le président de la République a effectué une visite officielle en Corée du 6 au 9 octobre dernier, visite au cours de laquelle le chef de l'État a visité le palais royal Gyeongbokgung, le plus beau du pays. Ce palais est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été bâti en 1394 par le roi Taejo de la dynastie Joseon. Visite guidée. La République de Corée a déroulé le tapis rouge pour le président Alassane Ouattara, qui était l'invité de la présidente Park Geun-hye. Outre les importants accords signés et l'appui de l'Agence coréenne de coopération à hauteur de plus de 100 millions de dollars pour la réalisation de nombreux projets de développement, le président Alassane Ouattara a été fait docteur honoris causa de la prestigieuse université Soknyum. Visite officielle teintée d'agréables surprises, comme la découverte du palais Gyeongbokgung, construit il y a plus de 600 ans. Palais royal, situé dans le nord de Séoul. Le nom Gyeongbokgung signifie le palais du bonheur resplendissant. Semble-t-il contagieux, car c'est avec bonheur que le président Alassane Ouattara a admiré l'architecture originale de ce palais édifié en 1394 par le roi Taejo, fondateur et premier roi de la dynastie Joseon, l'une des 3 dynasties qui ont régné sur la Corée. Palais détruit et reconstruit à plusieurs reprises entre 1592 et 1868, au gré des différentes guerres qu'a connues le pays. La Corée a commencé à le restaurer depuis 1990. Toutes ces constructions en bois, composées de 500 bâtiments, occupent une superficie de 40 hectares qui font de ce joyau architectural classé au patrimoine mondial de l'UNESCO le plus beau et le plus imposant des 5 palais royaux de Séoul. Le président a visité la salle d'audience du roi, le pavillon de travail avec sa salle d'attente construite il y a 150 ans, les entrepôts où était placé sous bonne garde le trésor royal et la salle des banquets. Un lieu de détente, encore appelé Yangojeon, qui signifie littéralement le pavillon du parfum de grande portée. C'est un petit bâtiment hexagonal de 2 étages utilisé par le roi pour les loisirs et la détente. Un édifice construit sur une île artificielle reliée par un pont sur le lac Yangoji. Le chef de l'État a pris plaisir à poser devant ce lieu historique sous le regard bienveillant des nombreux visiteurs coréens, visiblement heureux de voir le président Alassane Ouattara, premier chef d'État ivoirien, accueilli au pays du matin calme. Un souvenir inoubliable. Les relations entre la France et la Côte d'Ivoire également au beau fixe. Fin de visite en Côte d'Ivoire pour Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale française. Il a fait le point de son séjour de 72 heures en terre ivoirienne. Dans cet élément signé Léon Brault. Le chef du Parlement français, Claude Bartolone, quitte Abidjan avec le sentiment partagé par son homologue Guillaume Soro d'avoir boosté les relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. À la clé, les contacts noués en 3 jours, visite de pôles économiques et de dispositifs sanitaires contre Ebola, échange avec l'opposition et les députés ivoiriens, des rencontres couronnées par l'aide française de 9 millions d'euros à la Côte d'Ivoire et la signature du protocole d'accord créant le cadre formel de l'historique coopération entre les parlements français et ivoiriens. Un acte qui vise cet objectif, dont ces 2. Développer des échanges sur les stratégies appropriées dans les façons d'organiser et de faire fonctionner un Parlement. Procéder à des études donnant lieu à la production de documents d'expertise dans divers domaines et pouvant servir de base d'échange entre les députés et hauts fonctionnaires des 2 assemblées. Son séjour ivoirien, aussi une occasion pour le président de l'Assemblée nationale française de comprendre la démocratie et l'économie ivoirienne.
Autre moment fort de sa visite, la rencontre de Claude Bartholone avec le président Alassane Ouattara. À cette occasion, le chef du Parlement français a été fait grand croix dans l'ordre du mérite ivoirien en reconnaissance à son engagement à œuvrer pour le renforcement des liens entre la France et la Côte d'Ivoire. Le 27 octobre de chaque année, l'UNESCO ouvre une lucarne sur la protection du patrimoine audiovisuel dans le monde. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, célèbre cette journée qui a sa 8e édition cette année. Le thème choisi, archivage audiovisuel face au passage au numérique. La déclaration du gouvernement est livrée par la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. Franck Wadjo. Une journée pour célébrer la mémoire collective traduite par l'archivage audiovisuel. Le besoin est manifesté en réalité depuis 2005 par l'UNESCO, mais un problème de fond, toutefois, celui de la conservation des archives, témoignage de la vie d'une nation. Aussi, devrions-nous accorder un grand intérêt aux archives audiovisuelles dont la fragilité a été mise en évidence par l'UNESCO. Cette précarité est liée à la fois à des facteurs naturels comme les inondations et les incendies, mais également à des actes perpétrés par les hommes comme les pillages et les conflits. À l'occasion donc de la 8e journée mondiale du patrimoine audiovisuel, un défi en guise de thème, l'archivage audiovisuel face au passage au numérique. Une préoccupation pour la tutelle, surtout qu'au niveau national, la précarité de nos archives en matière d'audiovisuel incite à franchir le pas et mettre le pied à l'étrier. S'agissant de la situation des archives audiovisuelles en Côte d'Ivoire, elle n'est pas reluisante, en raison des désastres qu'elles ont subis au cours de la décennie écoulée. Il y a donc nécessité de restaurer notre patrimoine audiovisuel. C'est ce à quoi d'ailleurs s'attelle le gouvernement sous l'autorité du Premier ministre, conformément à la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est pourquoi les 27, 28 et 29 octobre, nous allons organiser simultanément à Abidjan et à Bouaké des ateliers de réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour la restauration de notre patrimoine audiovisuel. Bouaké et Abidjan aux couleurs des archives audiovisuelles, le 27 octobre, rendez-vous annuel consacré au patrimoine audiovisuel dans le monde. Le professeur Ndriyoman Thérèse est la candidate de la Côte d'Ivoire au poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé. À cet effet, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a animé une conférence de presse. Goudou Kofi Raymond appelle tous les Ivoiriens à soutenir cette candidature. Grâce Kando pour les détails. La 64e session des 47 États membres de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique aura lieu du 3 au 7 novembre prochain à Cotonou au Bénin. En toile de fond, les élections pour la désignation d'un nouveau directeur régional. La Côte d'Ivoire a décidé de présenter la candidature du professeur Thérèse Ndriyoman au 10 postes. Pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, la candidature du professeur Thérèse Ndriyoman est une opportunité pour la Côte d'Ivoire. À ces différents postes de responsabilité, elle a démontré ses capacités de management et de leadership, son intérêt et sa détermination à œuvrer pour une meilleure santé des populations ivoiriennes ne sont plus à démontrer. Le projet de gouvernance proposé par la candidate est suffisamment attractif et pertinent. J'invite toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, ainsi que les habitants de Côte d'Ivoire, à soutenir cette importante candidature. La question de la fièvre hémorragique à virus Ebola n'est pas ignorée par la candidate. Une fois élue, Thérèse Ndriyoman entend élaborer des stratégies pour freiner l'avancée de la maladie. Ce que je proposerais éventuellement, c'est surtout de mettre en place une équipe de riposte à l'épidémie. Vraiment active, même proactive. Parce que les ressources humaines existent au niveau de la région africaine pour faire face à des épidémies. Donc c'est une question d'organisation, renforcer ces ressources humaines et effectivement les déployer sur le terrain dès qu'on a une alerte. Aujourd'hui, cette épidémie s'est déclarée. Peut-être nous allons arriver à l'éteindre, mais elle peut revenir. Donc nous devons être vraiment formés, sensibilisés à la veille pour que dès qu'il y a un cas, il y ait une alerte précoce qui se signale et que le dispositif arrêté au niveau de la région
se mettre en branle pour y répondre. Professeur Thérèse Ndrioma est titulaire d'un doctorat d'État en médecine et d'une agrégation en hépato-gastro-entérologie. Elle a successivement occupé les fonctions de doyen de l'UFR, des sciences médicales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, de directeur général de la santé, puis ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Le professeur Ndrioma Thérèse en parlait à l'instant. La fièvre hémorragique à virus Ebola sévit dans la sous-région depuis quelques mois. Un cas vient d'être détecté au Mali. Fort heureusement, aucun cas enregistré dans notre pays. Le district autonome d'Abidjan ne veut pas rester en marge de la campagne de sensibilisation entamée par le gouvernement ivoirien. Avec à sa tête son gouverneur, Robert Begré-Mambé, le district initie une campagne de sensibilisation dans 93 villages relevant de son territoire. Nous Sangaré, Grace Kando, reportage. Les populations de Yopougon-Kouté, Adiopo-Doumé, Songon-Agban et Songon-Akie ont été formées sur les symptômes de la maladie à virus Ebola et les mesures de prévention à adopter. Le lavage des mains, chacun. Si c'est chaud là, moi je dois utiliser. Si je mets ma main dedans, je dois être le seul. Toi tu dois avoir ton seau. Or c'est pas possible au village. Donc quand il y a un combo comme ça là, où il y a l'eau, nous tous on doit laver les mains, on est 4, 5 à la maison, on doit avoir un copeau à côté, gobelet à côté. Après on mouille ma main, pour ne pas que je mette ma main dedans. Je peux être contaminé. Si je quitte l'autre bas, c'est pas bon. Moi je mouille ma main. Quand j'ai fini de mouiller ma main, toute la main là, vous avez vu, j'ai mouillé. Je prends savon là. Si c'est savon dur, je prends. Comme ici, c'est savon de l'eau, savon liquide, je mets dans ma paume comme ça. C'est dans la main gauche, j'ai mis le savon. On est comme ça, on prend la main droite, comme de la main droite. On met dans la main gauche. On fait ensemble. On frotte sérieusement. Cette campagne de sensibilisation va s'étendre dans les différents villages et hameaux du district d'Abidjan. Une initiative du gouverneur Robert Begré-Mambé. Objectif de cette campagne, éviter l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire. À cet effet, une équipe médicale a été mobilisée. Elle est composée entre autres de 8 médecins, 2 informaticiens et 2 agents de la direction de la protection et de la prévention civile. Le virus Ebola sévit dans la sous-région depuis quelques mois. Près de 5000 personnes en sont décédées selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. En Côte d'Ivoire, aucun cas d'Ebola n'a été déclaré. Au chapitre éducation, du nouveau à l'université Félix Houphouët-Boigny pour l'année académique 2014-2015, un cycle de formation en banque sera inscrit au programme. Les étudiants pourront se faire délivrer une licence professionnelle en banque. C'est le fruit du partenariat entre la première université de Côte d'Ivoire et l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. La convention a été signée jeudi dernier. Serge Coléa pour les précisions. C'est une collaboration qui va contribuer à améliorer l'employabilité des jeunes diplômés et réduire le taux de chômage en Côte d'Ivoire. L'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, représentée par sa présidente, le professeur Liramata Bakayoko, l'association professionnelle des banques et établissements financiers, dirigée par Souleymane Diarasouba et son partenaire français, ont décidé de conjuguer leurs expertises pour former sur place en Côte d'Ivoire les étudiants au métier de la banque. Sur 300 candidats au diplôme de licence professionnelle des banques, le jury en a sélectionné 25. Il constitue la première promotion d'étudiants qui sera formée à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody sur 3 années. Ces étudiants-là sont des privilégiés parce que toutes les banques ont endossé le projet et donc les étudiants pourront faire des stages de façon systématique dans ces banques-là. Et naturellement, après leur formation, ils pourront être recrutés sans difficulté au niveau des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Pour le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers, le secteur des banques recrute entre 400 et 500 personnes chaque année en Côte d'Ivoire. La plupart des formations sont en continu et donc adressées aux agents et cadres des banques. Il importe de former aujourd'hui des étudiants à la base, d'où ce partenariat avec l'université Félix Houphouët-Boigny. Le Rotary Club d'Abidjan Golf a procédé hier samedi à la remise de la première tranche de bourse aux élèves méritants
issus de familles modestes. Cette action s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du Rotary Club d'Abidjan Golf. Et pour cette première tranche, les bénéficiaires ont reçu chacun 100 000 francs. On en parle avec Mamadou Traoré et Grace Kando. Aligine Marie-Alexandra du lycée classique d'Abidjan. Je suis passée en terminale C avec une moyenne de 16,21. Jean-Lévi Guaro Bonaventure. Je passe en classe de terminale C avec la moyenne de 15,68. Ces élèves sont issus de familles modestes. Leur angoisse de voir leurs études secondaires s'arrêter, faute de moyens, a pris fin avec l'action bourse du Rotary Club Abidjan Golf. Une initiative visant à soutenir et encourager ces élèves. Pour l'année scolaire 2014-2015, le Rotary Club Abidjan Golf n'entend pas déroger à cette tradition. À cet effet, 7 élèves, dont 3 pensionnaires de l'INIPA, Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, viennent de recevoir la première tranche de bourse d'une valeur de 100 000 francs CFA. Je dis merci au Rotary Club pour leurs actions et je promets de faire bon usage de la somme qu'ils m'ont remise. On les prend généralement au secondaire, de la seconde à la terminale, mais il y a après le bac, on arrive toujours à soutenir certains cas, dont l'handicapé que vous avez vu tout à l'heure. Sinon, notre action est bien ciblée au niveau du secondaire. Le budget de l'action bourse pour cette année 2014-2015 s'élève à 1 400 000 francs CFA. Il est entièrement financé par les membres du Rotary Club International. Pour rappel, l'action bourse a été lancée depuis la naissance du Rotary Club International en 1995. Et on poursuit avec la remise officielle des clés d'une unité de transformation de riz paddy avec l'aménagement d'un périmètre risicole moderne de plus de 50 hectares, des dons de plusieurs engins agricoles, notamment un tracteur, un motoculteur, un engin de décortiquage et une benne, un financement du Fonds national de la jeunesse, FNJ, d'un coût de plus de 80 millions de nos francs, qui va créer 250 emplois, dont 100 emplois directs. Ce sont les membres de la coopérative de production d'Asson Kwadiokro dans la commune de Bouaké qui en sont les bénéficiaires. Reportage Ouattara Amadou Walter et Kwame. Ambiance de fête à Assan Kwadiokro, village situé à 10 km de Bouaké sur l'axe Bouaké-Katiola. La société coopérative de production risicole de cette localité reçoit officiellement une unité de transformation du riz paddy. Un projet qui comprend l'aménagement d'un périmètre risicole moderne de plus de 50 hectares. Plusieurs engins agricoles notamment, un tracteur, un motoculteur, une unité de décortiquage et une benne. C'est un financement du Fonds national de la jeunesse, FNJ. Ce projet, d'un coût global de 80 millions de francs CFA, va créer 250 emplois, dont 100 emplois directs. La capacité de production journalière est de 7 tonnes, c'est-à-dire que les jeunes pourront, avec ces machines performantes, produire autant de tonnes de riz que leur ambition de devenir prospère le permettra. Ce projet est une autre avancée significative dans l'ambition de créer 1 million d'emplois d'ici 2015. Le chef de l'État a inscrit la jeunesse au cœur de ses priorités. Et toute l'action gouvernementale donc, vise à permettre l'épanouissement de ces jeunes, notamment à travers donc, la création d'emplois. Nous avons fait en sorte que les jeunes, une fois financés, ne soient pas livrés à eux-mêmes. C'est pourquoi il y a l'appui conseil et le suivi des projets. Heureux, les bénéficiaires ont promis faire bon usage de ces acquis. À l'endroit de mes collaborateurs, de nous mettre au travail pour que le gouvernement qui a fait ces financements-là puisse continuer de nous faire confiance. L'année 2014 enregistre plus de 8000 emplois dans 10 localités du pays grâce au projet collectif Clé en main du Fonds national de la jeunesse. À l'étranger, plusieurs élections ont eu lieu ce dimanche. Près de plus de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes en Tunisie pour choisir leurs 217 députés, des députés qui vont les représenter pendant 5 ans avant l'élection présidentielle du 23 novembre. C'est la première assemblée des représentants du peuple depuis la Révolution, un scrutin clé pour la transition démocratique du pays et sous haute sécurité de crainte d'attaques de djihadistes.
Et puis en Ukraine, on a également voté pour élire les représentants du peuple. Les régions pro-russes n'ont pas pris part au scrutin, élection dont le résultat devrait marquer le rapprochement avec l'Europe. Et puis ce dimanche, 143 millions de Brésiliens se sont rendus aux urnes pour élire leur président. Le scrutin devrait départager Dilma Rousseff, présidente sortante, représentant le Parti des travailleurs, elle est de gauche, et Aécio Neves, le candidat du Parti de la social-démocratie, soutenu par la droite. Les bureaux de vote ont fermé, les résultats seront connus ce soir. On termine en foot. Les éléphants dames ont reçu l'exploit de se qualifier pour la Coupe du monde féminine Canada 2015 lors du match de classement de la CAN en Namibie face à l'Afrique du Sud sur le score de 1-0, une qualification historique pour le football féminin. Marie Nguessan. Journée d'avant-match bien remplie pour les éléphants dames. Tout commence par un petit déjeuner dans une ambiance conviviale et décontractée à 9 h, en compagnie de l'encadrement technique et de la présidente de la commission football féminin, Bertha Dou. Celle-ci a d'ailleurs profité de ce moment privilégié pour les inciter à plus de détermination et de concentration lors de ce troisième et dernier match de poule face à la Zambie. Un match qui pourrait les propulser dans l'histoire. Heureuse du soutien de la première dame, Dominique Ouattara, et par extension de toute la nation ivoirienne, Clémentine Touré a fait savoir qu'elle et ses filles mettront tout en œuvre pour être dignes de cette confiance. Elle a déjà son idée sur ce match. Ce sera une rencontre très difficile, un match très difficile. Il faudra aborder cette rencontre avec la plus grande sérénité, jouer pleinement nos chances. Il faut jouer à fond cette rencontre, rester concentré pendant les 90 minutes. Aussi, les occasions de but que nous aurons, il faudra vraiment être prompt devant les buts, concrétiser ces occasions. Quant au cas Naï Estelle, réclamée par son club pour disputer la Ligue des Champions, elle a tenu à rassurer. Ces propos m'ont fait chaud au cœur parce qu'elle a dit s'il y a un choix à faire, je choisis mon pays. Naï José va rester jusqu'à la fin de la compétition. Deux invités spéciaux de la Fédération ivoirienne de football, les présidents du club de football féminin, Gossé Zédé Émile de la Juventus de Yopougon et Fodé Silla de 11 heures de Gagnois, représentant tous les présidents du club, ont également apporté leur soutien aux éléphants dames. 17 h, conférence de presse, animée par Clémentine Touré et la capitaine Koutouan Stani. Nous avons reçu le message depuis le premier jour et que Dieu n'a pas jugé bon de nous accorder la victoire face au Nigeria. Il a permis que nous puissions être remotivés grâce au soutien de la première dame qui est notre première capitaine et nous avons mis en pratique ce qu'elle nous a envoyé comme message. Et je pense que ce message continue de nous motiver pour pouvoir encore relever le défi qui nous attend. Je n'ai pas de joueuse à l'infirmerie. J'ai mon effectif. Tout le monde est là, tout le monde se porte bien. 18 h, séance d'entraînement au stade de l'Indépendance, stade d'une capacité de 25 000 places qui va abriter cette rencontre Zambie-Côte d'Ivoire. Clémentine Touré et ses filles ont fait les derniers réglages avant cette importante rencontre prévue ce vendredi 17 octobre à 15 h GMT. Fin de ce journal, excellente soirée sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.